Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Fringale, j'espère que vous allez bien. Ce soir, émission incroyable, je le dis par avance, car oui, nous allons parler de la course la plus incroyable de l'année. C'est la preview de Paris-Roubaix, vous le savez si vous nous suivez depuis un petit moment, ma course favorite. Et pour m'accompagner ce soir pour cette preview, c'est Adri, le roi des pavés, avec ce prénom qui nous rappelle les meilleurs Flandriens. Salut Adri, comment vas-tu ? Salut la Torne, écoute, roi des pavés, je sais pas, parce que quand j'ai le malheur avec mon vélo pendant une sortie de rouler sur 20 mètres de pavés, je me dis mais putain, mais les types, mais comment est-ce qu'ils font pour tenir comme ça des kilomètres et enchaîner et ouais, c'est ben voilà, c'est Paris-Roubaix, c'est la spécificité de cette course et c'est comme chaque année hyper excitant d'être avant cette magnifique épreuve, donc voilà, très content de pouvoir en parler aujourd'hui. Pour nous accompagner également, celui qui envoie et il envoie des pavés sur la citadelle de Besançon, c'est Poppy. Salut Poppy, comment ça va ? Salut, ça va bien, écoute. Très content de pouvoir parler de Paris-Roubaix. On continue un petit peu dans la lancée de ce qu'on a déjà eu en début de saison avec les Flandriennes. Et puis voilà, une course très intéressante. Pas un préféré, mais une course en tout cas super agréable à regarder avec des rebondissements à chaque virage, j'ai envie de dire. Alors, le programme de l'émission, messieurs, dames qui nous écoutez, est le suivant. On va faire un petit topo parcours, mais assez rapide, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire sur le parcours de Paris-Roubaix. Quoique cette année, il y a une petite surprise que l'on va détailler ensemble juste avant notre fameuse trouée d'Arambert. Ensuite, on fera le point sur nos grands favoris, nos outsiders, et puis pour terminer, on jouera un petit jeu on y croit pas, plus scénario inventé sur place, là, à la volette, un peu comme on l'avait fait sur Milan-San Remo. Donc voilà. Avant d'attaquer cette émission, première chose, déjà un grand merci. On s'était fixé 2000 abonnés avant Paris-Roubaix. On l'a fait grâce à vous, vous l'avez fait. Enfin, je sais pas trop comment on peut dire, mais en tout cas, aujourd'hui, vous êtes 2000 sur cette chaîne YouTube. C'est vraiment génial. On vous remercie. C'est des petits objectifs qu'on se fixe, voilà, mois après mois, course après course, période après période. Faut savoir que l'an passé, on avait atteint les 1000 pour le Giro. Cette année, on est carrément en avance sur les temps de passage. Donc, c'est vraiment trop cool. On vous remercie. Ça nous donne envie d'aller plus loin. Ça fait vivre la chaîne. Parce que comme vous le savez, il y a plein de choses qui se font. Plus on a d'abonnés, plus potentiellement on a de monde qui nous regarde et plus potentiellement on peut rentrer aussi un peu d'argent pour l'association, pour vous proposer du contenu, pour vous proposer aussi un peu de merch quand on fait les t-shirts, voilà, qui est sympa, sur lequel on dépense un peu plus de thunes pour travailler en collaboration avec des artistes ou autres. Donc voilà, Radio Fringale, c'est aussi tout ça et on vous remercie parce que ça existe grâce à vous et ça nous fait super plaisir de pouvoir atteindre aujourd'hui cette barre symbolique des 2000 abonnés. Un grand merci. Deuxième point, un tout petit peu moins fun, on enregistre là juste après l'étape du Tour du Pays Basque qui vient d'avoir lieu aujourd'hui et la terrible chute dans laquelle pas mal de coureurs ont été pris. On a vu notamment des images très dures avec Jevine et Vingegaard qui étaient au sol, qui sont restés au sol de longs moments, qui ont été évacués sur civière avec des minerves, enfin bref, voilà. Tout notre soutien va aux coureurs, hein. Après la chute qu'on a pu avoir la semaine dernière sur À travers la Flandre, on a de nouveau une grosse chute qui vient toucher des coureurs dans leur chair, voire plus. Donc voilà, gros soutien, on espère que tout le monde va bien se remettre. On a aussi eu la mauvaise nouvelle autour de Kamna cette semaine lors de son entraînement qui a été lourdement touché par une voiture. Donc voilà, notre soutien à tous ces coureurs, à toute leur famille. C'est pas le moment encore pour nous de dire c'est la faute de machin ou truc, ou qu'est-ce qui a fait chuter, ou pourquoi on chute de plus en plus. Voilà, si un jour on doit faire un dossier un peu complet là-dessus, on le fera. Là, on parle surtout de santé, de ces magnifiques athlètes qui nous font rêver chaque semaine. Donc voilà, gros message de soutien à tout le monde. On espère que vous allez toutes et tous vous rétablir le plus vite possible. Prenez soin de vous, de vos familles, tout ça. Voilà, on a des moments difficiles dans le vélo. On en a eu l'an dernier avec Gino Madère, etc. C'est toujours des moments qui nous touchent. Voilà, donc gros soutien à tout le monde. On va pouvoir tranquillement ensuite switcher sur la preview de Paris-Roubaix, mais ça nous semblait important de délivrer ce message. Voilà, qui nous tient à cœur. Messieurs, parenthèse fermée, même si c'est pas la plus fun, on va quand même essayer de remettre un petit peu de joie dans cette preview. Paris-Roubaix arrive dimanche. Paris-Roubaix et son doux surnom de l'enfer du Nord. 260 km dans le nord de la France, jonché de secteurs pavés, 29 cette année. Alors il y a un tout petit peu plus de pavés que les années précédentes. Voilà, on aura 55,7 km cette année. Des secteurs qui sont répertoriés de 1 à 5 étoiles. Vous vous en doutez, c'est la difficulté. 5 étoiles, c'est plus difficile que 1 étoile. Et notamment dans ces secteurs 5 étoiles, il y a 3 grands moments clés dans Paris-Roubaix. Alors bien
bien que même les secteurs 4 étoiles ou 3 étoiles puissent être extrêmement difficiles et décisifs. Les 3 grands secteurs que l'on a au programme, c'est au kilomètre 164. Enfin, quand il restera oui, je vous dis des bêtises. Au kilomètre 164,4, la trouée d'Arambert. Faut savoir que voilà, Paris-Roubaix, c'est un peu comme le Tour des Flandres. On a 100 premiers kilomètres qui sont plutôt tranquillous. Ensuite, on commence un petit peu, là, pour le coup, à avoir des secteurs pavés, mais sans mont. Ce sera surtout des secteurs pavés sur du plat, voire du faux plat montant. À partir de 100 km, ça s'emballe un petit peu. 164e kilomètre, la trouée d'Arambert, un secteur de 2,3 km, extrêmement difficile, qui est un secteur mythique de Paris-Roubaix. Et cette année, messieurs, une petite surprise avant ce secteur de la trouée d'Arambert, c'est une fameuse chicane. Enfin, on verra si on peut réellement appeler ça une chicane, qui a été mise en place par la course, sous les recommandations du syndicat des coureurs, visiblement. Chicane qui aurait pour objectif de ralentir la vitesse des coureurs avant l'entrée dans la trouée d'Arambert pour limiter les chutes et la difficulté. Chicane qui fait énormément parler parce que même les coureurs visiblement ont été ultra surpris parce qu'on l'a appris cette semaine, enfin très récemment. Et chicane qui fait beaucoup parler parce que potentiellement en fait elle pourrait être bien plus dangereuse Enfin, finalement, elle est là pour réduire les chutes, mais elle pourrait être bien plus dangereuse que ce pourquoi elle a été créée. Juste avant, on sait qu'on a un petit passage sur les rails du train. Là, il y a un passage à niveau. Derrière, il y a la chicane. Ensuite, on attaque la trouée d'Arambert. Fort à parier que les coureurs vont essayer au maximum d'être en tête à l'entrée de cette chicane. Alors, c'est un espèce de zigzag. On fait 90 degrés à droite. On revient complètement sur nos pas sur la gauche. Et ensuite, on repart à 90 degrés dans la trouée d'Arambert. Si ça chute ici, ça peut être cata, sachant qu'on sait que c'est quand même un endroit sur lequel on peut perdre du temps. On sait également que les coureurs arrivent vite pour pouvoir rouler sur le haut du pavé dans la trouée d'Arambert et essayer de perdre le moins de temps possible. Là, ils vont presque repartir arrêtés. Enfin, ça fait beaucoup parler. Moi, mon avis, c'est que je sens que ce truc va être plus dangereux que c'est prévu. En plus, c'est des barrières qui sont posées dessus, le genre de barrière où si tu rentres dedans, t'en tapes une, tu fais tout tomber. Enfin, ça pourrait être une pagaille. Pas possible. Messieurs, je veux bien votre avis sur... Et en plus... Pour terminer, le fait qu'elle soit arrivée si tardivement, encore si ça faisait 6 mois qu'on le savait ou autre, peut-être qu'on aurait eu l'occasion d'en parler. Là, clairement, j'ai l'impression que c'est la surprise partie qui passe mal pour les coureurs et moi, je trouve ça extrêmement dangereux. Ouais, c'est sûr que par rapport à ce que tu viens de dire, c'est 4 jours avant la course qu'on... Enfin, t'as l'impression que le syndicat des coureurs a découvert il y a une semaine qu'on arrivait à presque 60 à l'heure dans la trouée d'Arambert et qu'on l'abordait en faux plat descendant et que c'était dangereux. Alors que bon, ça fait des années qu'on l'aborde comme ça, dans ce sens-là. Donc moi déjà, je suis premièrement très surpris. Du coup, on prend une décision à l'arrache. ASO l'a dit d'ailleurs. Ils ont agi très vite parce que la demande était tardive. Donc déjà là-dessus, peut-être qu'il aurait fallu réfléchir en amont à une solution. Si effectivement le constat est posé que c'est trop dangereux d'arriver comme ça à la trouée d'Arambert, on aurait peut-être pu trouver d'autres solutions. Je pense qu'une chicane qui n'en est pas une, parce que moi, quand j'ai entendu parler de chicane, je me suis dit, ça va être un peu comme en F1, un gauche-droite, je sais pas, ils vont nous mettre des bottes de paille au milieu de la route, et puis ça va un peu les faire ralentir. Mais là, carrément, ils vont aborder le secteur pavé à l'arrêt. C'est très juste ce que tu as dit par rapport à l'expression tenir le haut du pavé, justement, qui ça va être beaucoup plus difficile. On sait à quel point le pavé est assez pourri sur la trouée. Donc, ça risque d'être bien le bazar et tout le monde va vouloir être placé. Ils vont pouvoir être encore moins de front que s'ils étaient arrivés dans la trouée d'Arambert, donc les places seront encore plus chères. Donc ça, c'est pas sûr que ce soit moins dangereux. Après, c'est sûr que s'il y a une chute collective quand ils sont à 50 à l'heure sur les pavés d'Arambert, là, ça peut faire très très mal. Mais le timing pour prendre une telle décision est peut-être pas le plus adapté. Donc ça, c'est vrai que c'est pas ouf du tout. Voilà, c'est un petit peu vraiment cette décision de dernière minute qui, moi, me plaît pas beaucoup. Il y avait peut-être mieux à faire. Et puis voilà. Puis là, vu les chutes qu'on a eues dernièrement, c'est peut-être ça qui les a affolés un petit peu en se disant sécurité, sécurité. Il y a peut-être d'autres choses à penser aussi au niveau du cyclisme pro pour éviter les chutes que de rajouter des virages un peu partout. On sait que maintenant, dès qu'il y a un final où
en circuit où il y a beaucoup de virages, systématiquement on neutralise parce qu'il y a des virages et que du coup s'il pleut, quand il pleut ça glisse. S'il pleut dimanche, je sais pas comment ils vont faire. Faudra arriver à trouver des solutions pour que ça reste quand même du vélo et une course de cyclisme professionnel, tout en garantissant la sécurité. Mais là, c'est clair que, alors j'espère qu'ils vont mettre autre chose que ces barrières dans le terre-plein. On va voir que les coureurs, ils vont sauter les barrières, mais le terre-plein, s'il n'y a pas de barrière, mais imaginons quelqu'un qui chute d'un côté, qui entraîne tout le monde de l'autre côté. Enfin, ça peut vraiment être très dangereux. Donc, en tout cas, je pense que tout le monde aura les yeux rivés sur l'approche de la trouée, mais ça va rouler très, 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 très fort juste avant. Ouais, je te rejoins complètement, Adri, sur ce côté de sécurité. C'est pas pour moi en rajoutant cette chicane que tu vas sécuriser les choses. Au contraire, certes, c'est un problème de vitesse. Après, voilà, c'est la course aussi qui veut ça. C'est un passage important de la course, très difficile, dans lequel tu peux potentiellement créer des écarts. Après, je pense que ce changement, cette modification sur le parcours, ça amènera beaucoup plus de danger qu'autre chose, puisque bon, je pense que beaucoup ont vu la vidéo de la chicane, mais c'est littéralement fait un demi-tour et t'es prêt, enfin, tu seras quasiment presque à l'arrêt dans le deuxième virage de cette chicane. Ça va resserrer, ça va créer de la tension. Même avant, il va y avoir un souci de positionnement parce que si tu es dans les 20 premiers, ça va. Si t'es dans les 30-40, là, ça commence à être chaud. Si tu arrives en peloton groupé un petit peu, bah, ça peut créer vraiment des gros soucis. Donc non, je pense que c'est vraiment un gros problème. Alors certes, c'est à ce côté, voilà, on met des barrières, on veut ralentir la course, etc., etc. Enfin, t'es pas à l'abri non plus que ça fasse juste en fait un énorme bouchon, que ça bloque tout et que ça pose des problèmes, quoi. Et puis avec le nombre de spectateurs qu'il peut y avoir sur les bords de route de Paris-Roubaix, bah, ça ajoute aussi un peu plus de danger. Donc voilà, à voir comment ça sera négocié. Je pense que les coureurs sont conscients de ce changement de parcours. Je pense que beaucoup, comme Van Der Poel, étaient très mécontents de ça. Après, voilà, je pense que du coup, ça va rechanger aussi le fonctionnement. Je pense que dans cette approche de chicane, on va être beaucoup plus vigilant, beaucoup plus, on va dire, beaucoup moins rapide, beaucoup plus, peut-être un peu plus lucide sur les dangers et en espérant que tout se passe bien, même si, dans le fond, c'est, à mon sens, quelque chose qui ne facilite pas une arrivée sur la trouée d'Arambert. En tout cas, ça favorise une arrivée plus lente, mais c'est pas en achetant une chicane comme ça que tu priorises de la sécurité, je trouve. Tu crois qu'ils feront plus attention, les coureurs? Bah, je me dis, tu vois, en vrai, le truc, c'est un bazar pas possible. Et du coup, je me dis, bah, tout le monde est au courant de ça. Bah, en vrai, au lieu d'y aller comme des fous, bah, tant pis, on se laisse un peu de l'est. On essaie d'arriver à aller à 3-4, à 3 de front maximum. Tu vois, enfin, je sais pas, peut-être que du coup. Pour moi, c'est mort. Ça va être la guerre, quoi. Ils vont sûrement pas. Enfin, je vois pas. Bah oui, mais c'est sûr. Je Le sais problème, pas, c'est que ça tu vois, va. la Lidl Trek dire oh bah non, en fait c'est un petit peu chaud. On va pas aller frotter. Enfin non. Enfin moi je pense que ça va Non, les mais faire frotter encore plus et ça va peut-être avec toute cette histoire aussi de. Ça fait 3 jours qu'on en parle, décision prise à la dernière minute, Ouais. rajouter de la tension sur ce passage qui aurait peut-être eu de manière plus naturelle comme c'est d'habitude chaque année, mais peut-être que là, parce qu'il y a cette chicane, parce que ça a été pris la dernière minute, parce qu'on ne sait pas trop comment ça va faire, je pense que la tension va être encore plus élevée que d'habitude, et ça, c'est pas forcément bon, en tout cas pour la sécurité des coureurs, quand il y a beaucoup de tension aussi, que c'est pas le top. Ouais, tout à fait. Et alors, à l'heure où on enregistre, la chicane est toujours là. Mais moi, je me dis qu'on n'est pas à l'abri aussi que si ça gueule trop, Ouais. elle saute. Hein. Enfin, je veux dire, pour le moment, le truc est en place, mais c'est Avec une ce qui histoire s'est de passé barrière et aujourd'hui tout. aux Pays-Bas, ils vont pas la faire sauter. Hein. Parce que s'ils Ah ouais, la tu font crois sauter, s'ils la font sauter et qu'il y a un énorme carambolage sur Arenberg, et là au moins ils peuvent dire bah attendez, on a mis une chicane pour qu'ils ralentissent, machin, c'est des virages, il y en a tout le temps. Dans d'autres courses, pour moi, enfin voilà, peut-être que je me trompe, mais je serais très surpris qu'ils la fassent sauter parce que s'il y a un gros accident sur la trouée d'Arenberg, bah là, le syndicat des coureurs il va dire bah attendez, on vous a demandé de sécuriser, mettre quelque chose. Je serais surpris. Ouais. Après, je me dis peut-être que c'est ce truc-là qui va créer le gros accident. Tu vois, je veux dire, c'est pareil. Si, Oui, bah oui. s'il y a une grosse chute, parce que là, il y a la possibilité de chute sur la trouée, mais moi, je suis plutôt d'accord que ça va amener des gars à être hyper nerveux. Que le freinage sur les rails de train là et tout, c'est aussi pas ce qu'il y a de pratique, surtout si c'est trempé, parce que bon, ils nous annoncent de la flotte quand même jusqu'à
jusqu'à la fin de la semaine là, et je me dis, tu vois, là potentiellement la chute elle va arriver peut-être 1, 2, 3 kilomètres avant, dans un endroit qui était peut-être pas du tout dangereux, mais comme on l'a vu sur notamment à travers la Flandre, bah, c'est dans un endroit qui était un peu dangereux, mais où les coureurs roulaient super vite et tout. Bon alors là il faisait un peu moins attention parce qu'on pouvait peut-être moins penser à une chute, mais je veux dire quand ils roulent super vite les coureurs et que c'est hyper nerveux, on sait que c'est des moments où ça chute, et aussi bien en fait en voulant limiter la chute sur la trouée, on va créer une chute avant. Et moi je pense que la pression elle peut aussi venir des organisateurs de se dire putain si on laisse ça et que jamais et qu'à tout hasard ça chute avant, et ça va être une grosse galère. Alors oui, les deux arguments se tiennent, je suis d'accord avec toi, peut-être qu'ils vont se dire bah maintenant qu'on a pris cette décision et que c'est censé ralentir la course, on va laisser comme ça. Mais je me dis que peut-être dans un coin de leur tête il y a aussi ce côté waouh, faudrait pas qu'on crée quelque chose parce que les gars vont se replacer, parce que machin, parce que truc, parce qu'en plus on sait que généralement à ce moment-là il y a quand même encore pas mal de monde dans le peloton. Enfin, on n'est pas sur un moment où c'est des petits groupes qui se présentent les uns après les autres. Donc ouais, ma foi, je pense qu'on verra, messieurs. Après, on verra bien, ça va être ça. c'est ça. Après, tu peux, peut-être que l'année prochaine, ils la prendront dans l'autre sens, en faux plat montant. Bah ouais, carrément. T'arrives moins vite. Je crois que c'est sur le Tour de France, ils avaient fait comme ça quand ils l'avaient prise. C'est une bien meilleure idée. Hein. Ils avaient fait l'approche, et ils l'avaient pris dans l'autre sens, et du coup, c'est en faux plat montant. T'arrives pas à 60 à l'heure dessus déjà. Et puis, alors je sais plus, je crois qu'il y a un virage. Oui, parce que quand ils sortent, il y a un virage. Donc, tu l'abordes par un virage qui est naturel, on va dire. Donc voilà. Mais après, ça, si la question avait été posée en amont un peu plus tôt que 4 jours avant, ils auraient pu modifier le parcours. 4 jours avant Paris-Roubaix, tu modifies pas le parcours. Non, je pense pas. Je pense pas que ça va être changé, ces choses-là. Et puis même si ça chute avant, tu vois, tu peux toujours te rattraper en disant oui, mais c'est pas la chicane qui a fait tomber, c'est des faits de course d'avant. Donc en fait, la chicane n'est pas vraiment responsable de ce qui se passe. Je sais pas tu vois. s'ils pourront dire ça. Tu vois, si ça chute 3 bornes avant la chicane, tout le monde va savoir pourquoi ça a chuté. Hein. Oui, mais en soi, c'est pas dans la chicane que ça tombera. Oui, du coup, ils peuvent toujours se rattraper là-dessus. Hein. En tout cas, si elle est maintenue dimanche, pense pas qu'on la revoit l'année prochaine. Non, et surtout si elle est maintenue dimanche et qu'elle fait un vainqueur ou des perdants. Vraiment, s'il se passe rien, peut-être qu'ils vont dire bon, vous avez vu, vous avez fait tout un foin et c'est rien passé. Ouais. Si jamais, je sais pas, t'as un gars qui est paumé ou que ça élimine vraiment taquet de coureurs et tout, à mon avis, on la reverra pas. Ouais, on verra. Post-chicane, messieurs, parce qu'il n'y a quand même pas que la chicane. On va ensuite repartir pour plusieurs secteurs pavés, dont un des plus savoureux, des plus connus, c'est Mons-en-Pévèle, secteur pavé extrêmement difficile. Secteur pavé dans lequel on sait il peut se passer beaucoup de choses. Il est très dur et c'est là souvent que on a les meilleurs coureurs, les coureurs en tout cas qu'on va voir aller s'imposer, qui sortent en petits groupes et qui derrière, en effet, vont jouer la victoire jusqu'au dernier secteur 3 étoiles du parcours, le Carrefour de l'Arbre, car, comme vous connaissez le dicton, qui sort en tête au Carrefour de l'Arbre, généralement, remporte Paris-Roubaix. Carrefour de l'Arbre qui intervient, enfin en tout cas la sortie du secteur intervient à 15 bornes de l'arrivée. Derrière, il reste quelques petits secteurs qui normalement ne sont pas dangereux, quoique l'an dernier on a vu Van Der Poel passer à rien du tout de se taper une bordure là, je sais plus si c'était une botte de paille ou quelque chose comme ça sur le bord de la route dans un secteur tellement il envoyait fort, et puis derrière vous le savez cette fameuse arrivée mythique sur le Vélodrome, et puis voilà, on arrive à la fin de Paris-Roubaix ni plus ni moins. Messieurs, ce parcours, des petites choses à dire sur les derniers secteurs pavés, sur le Vélodrome, côté un peu de technicité ou autre, ou on passe directement au favori? Non, je pense que on est habitué à ce parcours traditionnel, surtout sur la fin. Donc cette petite particularité si ça arrive au sprint, un sprint sur un vélodrome, c'est quelque chose d'un peu particulier. En général, il faut quand même être soit en tête, soit pas trop loin du coureur de tête à la sortie du dernier virage pour pouvoir s'imposer. Donc ça demande une certaine technicité, mais en général, c'est quand même le plus frais qui arrive à l'emporter. Tout à fait. En parlant de plus frais, messieurs, je vous propose qu'on passe sans plus attendre aux favoris. Alors, je viens de voir une petite info. On avait prévu de présenter Matej Moric sur le volet la tournée Outsider. Matej Moric ne participera pas dimanche à Paris-Roubaix. En tout cas, sur les toutes dernières infos qu'on a, là, il vient d'être annoncé suite à ses déboires sur le Tour des Flandres. Il ne sera pas présent dimanche. Malgré tout, on va quand même commencer par nos favoris. Et messieurs, je ne sais pas qui souhaite commencer. Adri, est-ce que tu souhaites commencer avec ton favori? Parce que j'ai beaucoup parlé depuis le début de l'émission. Je vais peut-être pas embrayer sur cette partie. Allons-y, je vais vous présenter mon favori, un coureur qu'on a beaucoup vu sur le Tour des Flandres, mais malheureusement on l'a beaucoup vu à 100 bornes de l'arrivée, surtout entre 100 et 80 bornes de l'arrivée, et il en a fait énormément. On savait pas vraiment dans
dans quelles conditions il était après sa chute à travers les Flandres, où il s'en est bien sorti avec seulement des égratignures. Il termine 22e, mais surtout complètement cramé par les efforts qu'il a fait précédemment. Il arrive sur un monument qui lui correspond beaucoup mieux, selon moi, que le Tour des Flandres. Enfin, voilà, encore que je ne sais pas s'il y en a un qui lui convient mieux que l'autre. Il a quand même fait 2 podiums sur le Tour des Flandres. Mais en tout cas, je veux parler de Mats Pedersen, quatrième l'an dernier, qui montre une forme étincelante depuis le début de saison. La question pour dimanche dernier était de savoir s'il était remis physiquement de sa chute à travers les Flandres. Clairement, oui, vu ce qu'il a réussi à faire. Il a même failli créer un coup avec beaucoup de leaders avant que Van Der Poel ne fasse le jump pour revenir et boucher 20 secondes sur un mont non pavé. Mais clairement, il aurait pu être à l'initiative d'un mouvement de course qui aurait pu faire très mal à Van Der Poel s'il n'avait pas réagi correctement. Donc, l'erreur qu'il fait après, c'est d'en faire trop et puis de rouler avec Vermeersch dans la roue là, beaucoup trop longtemps et de s'épuiser à l'avant. Mais déjà, peut-être qu'en roulant un peu plus de cette façon sur Paris-Roubaix, où tu as un peu plus de monde, à la limite, tu as un équipier à l'avant que tu récupères, ça peut être bénéfique et il peut compter sur une super pointe de vitesse. Hein. Je rappelle que c'est quand même le seul coureur qui a battu Van Der Poel à la pédale cette saison au sprint, en réussissant à lui faire même bien mal dans les secteurs pavés de Gand-Wevelgem. Donc clairement, il est très très en forme. Je pense que la Trek va une fois de plus essayer de faire une course plutôt très offensive, même si c'est pas voilà, il y a pas Stuyven, hein, toujours pas, donc ça c'est quand même un handicap pour lui. Mais il y a des coureurs qui sont capables d'anticiper, de prendre l'échappée devant. Donc moi je pense que Pedersen a tout pour faire une grande course. Il n'y a pas de raison pour qu'il n'arrive pas à suivre Mathieu Van Der Poel sur certains secteurs pavés, alors surtout en fonction de la physionomie de course. On sait que Paris-Roubaix, des fois, ça se joue aussi à la chance et la malchance, donc il faudra que le Danois ait une bonne étoile avec lui dimanche. Mais je pense qu'il ne devrait pas être loin du podium, enfin il devrait même être sur le podium et pas loin de la victoire si tout lui sourit plus tôt. Je ne sais pas ce que vous pensez des chances de Mats Pedersen. Vas-y, Antoine. Écoute, ouais, moi je te rejoins. Mats Pedersen il a montré des super choses dans ce début de saison. Mis à part oui, son Tour des Flandres où stratégiquement c'était peut-être pas la meilleure idée qu'il ait eue. Mais sinon, il a montré en tout cas qu'il avait de bonnes jambes, qu'il était capable de suivre les meilleurs à la pédale. De toute façon, on savait, hein, Mats Pedersen, que c'était un coureur qui était capable de faire ce genre de choses. Alors oui, il perd un petit peu ses coéquipiers, comme tu l'as dit, avec notamment Jasper Stuyven qui a fait un super gros début de saison aussi. Après, voilà, il y a quand même du monde qui sera là. Alors, il y a Jonathan Milan qui s'aligne aussi sur cette course-là. Il n'y aura pas de Tom Skuns qui ne sera pas là. Mais en tout cas, Pedersen, on sait qu'il est capable aussi de se débrouiller tout seul, voilà, de prendre les bonnes roues et d'être dans les groupes de favoris. Je suis d'accord avec toi un petit peu, Adri, sur le côté où c'est peut-être la course où il est le plus favorisé par rapport à un Tour des Flandres où voilà, il y a un côté un petit peu plus punchy, même si Pedersen, voilà, il a quand même ce côté puncher aussi. Mais je pense que c'est la course qui le favorise un petit peu plus. Après, Paris-Roubaix, ça reste une course où le fait de course et l'aléatoire, c'est quelque chose qui va de soi, quoi, hein. C'est Paris-Roubaix, sans l'aléatoire, c'est pas vraiment Paris-Roubaix. Même si souvent le plus fort gagne, il y a quand même souvent des faits de course hein, qui interviennent. Donc voilà, je pense quand même que c'est une course qui lui convient. Une course longue où il y a beaucoup d'efforts à faire, qu'il faut être à 100% tout le temps, voire même à 150% tout le temps. Voilà, je pense que Pedersen, il se dégage comme un favori, c'est évident, mais voilà, je pense qu'il a toutes ses chances d'aller gagner, en sachant que, comme tu l'as dit aussi, au sprint, il a battu Van Der Poel cette année, donc voilà, s'il se retrouve à deux dans le sprint, pas sûr que finalement Van Der Poel soit très rassuré face à Pedersen, et même plutôt que l'inverse se fasse, c'est-à-dire que Pedersen soit assez confiant à une arrivée au sprint avec Van Der Poel.
Bien moi, messieurs, je suis mon cœur balance. Alors en effet, je suis assez d'accord avec vous sur la question morphologique ou autre. Je pense que Paris-Roubaix peut mieux convenir à Pedersen, qui est un incroyable rouleur, qui passe bien les pavés, etc., etc. Mais par contre, je pense que Pedersen n'est pas un coureur qui a beaucoup de réussite. Et malheureusement, même si c'est pas factuel la réussite, c'est-à-dire ou en tout cas qu'on peut pas la quantifier ou c'est pas une question un peu scientifique, je pense qu'il en faut sur Paris-Roubaix. On l'a encore vu l'an passé, ou à l'inverse, je pense qu'un coureur dont on va parler très bientôt à mon avis, et qui l'a remporté l'an passé, a plutôt énormément de réussite sur les courses qu'il fait, puisqu'on voit souvent les autres chuter, lui s'en sortir, les incidents techniques, il y en a très peu, etc. etc. Pedersen, malheureusement, je pense pas que ce soit le gars qui ait le plus de chance. Alors oui, on peut dire que les chutes, c'est pas qu'une question de chance, c'est vrai, mais bon, les crevaisons dans les derniers secteurs pavés décisifs, c'est une question de chance, c'est vrai aussi. Ça dépend. Ouais, Non, bon. non, il y a une partie de chance, mais Oui, non, mais bon, quand tu roules. quelqu'un qui va rouler, quelqu'un qui roule que sur le haut du pavé et qui crève, oui, c'est pas de chance, mais Voilà. quelqu'un qui frotte les bas-côtés et qui Ok. crève, il a eu plus de chances de crever que quelqu'un qui est resté sur le haut du pavé. C'est vrai, tu as raison, mais je fais référence à ce qui s'est passé par L'an exemple l'an passé, dernier bien sur sûr. Paris-Roubaix. Ouais, on est d'accord. Voilà, Oui. où clairement, C'est bon, pas de chance. on arrive s'il arrive qu'il n'y ait pas de chance. Et Pedersen en plus, c'est quand même plutôt un mec qui roule au milieu du pavé, on le voit. C'est pas vraiment le gars technique qui va chercher le bas-côté, qui s'économise, qui machin. Donc voilà, il y a ce facteur-là. Après, en effet, il a l'air extrêmement bien remis de sa chute. Je pense même que dimanche, en fait, il a fait un peu nimp et lui-même devait être surpris en fait d'être autant en jambes. Je pense qu'il s'est peut-être dit à un moment, vas-y fuck, je tente un truc parce que de toute façon c'est foutu pour foutu. Puis en fait, il a dû se dire, ouais, et c'est ce qu'il a dit un peu à la fin d'ailleurs, ouais, je sais pas trop ce que j'ai foutu parce qu'en fait j'avais clairement les jambes, donc il y a pas de raison que cette semaine il les ait moins parce que ça va aller que en s'arrangeant. Donc moi, j'adorerais voir Pedersen lever les bras parce que ce serait, je trouve, une belle récompense pour tout ce qu'il fournit. Il a le profil. En plus, je disais qu'il allait pas faire ouf, mais en fait, j'ai bien regardé la météo et ils annoncent quand même plutôt 20 degrés sur dimanche et sur la fin de la semaine, un peu moins de pluie et des températures qui se relèvent. Donc, peut-être que même si c'est ultra technique, enfin, ce sera peut-être pas aussi ultra technique, pardon, qu'on pouvait le dire un petit peu en début de semaine. Donc voilà, ouais, Pedersen, j'y crois. J'y crois, mais j'y crois moins que le gars que je vous présenterai après. Très bien. Et du Mm. coup, non, c'est à qui? C'est à toi, Poppy, d'enchaîner sur ton favori. Eh bah, allons-y. Moi, mon favori, je vais sortir, je pense, un coureur que personne s'attend à ce que ce soit un favori Mais non. de cette course-là. Bah, si, ça va choquer, je pense. Voilà, je vous le dis, mon favori, c'est Mathieu Van Der Poel. Je sais pas si vous connaissez. Non, c'est qui? Il a un maillot blanc avec des traits de toutes les couleurs, là. Je sais plus ce que ça veut Il dire. doit être champion d'une province ou d'un truc comme Ouais, ça, c'est une non? équipe Oui. amateur. Je pense que c'est une équipe amateur. Voilà, c'est ça. Une équipe amateur du fin fond des Pays-Bas. Bah non, Mathieu Van Der Poel, comment ne pas le citer en favori au vu de ce début de saison stratosphérique. Victoire sur le 3, deuxième sur Grand Wevelgem, et victoire sur le Ronde surtout. Van Der Poel, Paris-Roubaix, ça colle plutôt bien aussi. Pourquoi moi je le vois plus gagner que Mats Pedersen et que l'autre favori qu'on citera? Première chose, le facteur technique de la course. Paris-Roubaix est une course quand même très technique. On l'a dit juste avant. Savoir où rouler, comment rouler. Et Van Der Poel, sortant du cyclocross, c'est pas des routes qui lui font peur du tout. Il sait comment rouler sur ces routes-là. Il sait comment le faire. L'année dernière, on le voit quand il part, bah voilà, il est très à l'aise. Vraiment une puissance colossale, une endurance qu'on ne présente plus à Mathieu Van Der Poel. Et puis, ce côté aussi, voilà, donc c'est lui le favori numéro 1 pour moi de cette course. Et c'est pas un coureur qui, on va dire, se met la pression par rapport à ce statut-là. Au contraire, je trouve, quand il est le favori, en général, il assume plutôt bien ce statut, plutôt bien ce rôle. Et je trouve qu'il dégage une certaine. Enfin, en tout cas, les autres coureurs dégagent une certaine crainte par rapport à Van Der Poel. C'est-à-dire qu'en fait, si tu n'arrives pas à suivre Van Der Poel au début, tu te dis, bah, c'est plié. Ouais, c'est plié, j'arrive pas à le suivre là, c'est complètement mort. Et Van Der Poel, en plus, arrive voilà, avec une assurance et voilà, il est trop fort en ce moment. Je vois pas ce qui peut le stopper, mis à part voilà, des soucis mécaniques, d'effets de course, une chute par exemple avant la trouée d'Arambert, enfin ce genre de choses quoi. Je vois pas ce qui peut l'arrêter. Tu te pas, lui. Non, bah, je pense pas. Non, je pense pas. J'espère pas en tout cas. Même si en ce moment avec les favoris, c'est un peu la poisse, j'ai l'impression. Mais enfin bref, voilà, Van Der Poel très confiant, très en forme. Euh, c'est sur les courses d'un jour, je pense que c'est actuellement le meilleur du monde.
Et puis voilà, même si il y a peut-être une autre carte dans son équipe dont on parlera un peu plus tard, mais j'y crois moins. Mais en tout cas, voilà, Van Der Poel, pour moi, c'est le favori numéro un. Et son statut, il l'assume. Et au vu de ses derniers résultats et de ses objectifs, je ne le vois pas flancher sur cette course-là. Tu veux y aller, Adri? Vas-y, je t'en prie. Eh bien, écoutez, moi, je suis pas d'accord. Alors oui, bien évidemment, Mathieu Van Der Poel est incroyable depuis le début de saison. De toute façon, Mathieu Van Der Poel est incroyable depuis 2 ans maintenant, on va pas se mentir. Oui, il est très fort sur les Flandriennes. Oui, Paris-Roubaix, techniquement, ça lui correspond bien, mais je pense quand même que c'est la Flandrienne qui lui correspond le moins. Alors c'est fou, hein, parce qu'il la gagne l'an passé et tout, mais rappelons-nous des circonstances dans lesquelles il la gagne. C'est-à-dire qu'avant l'attaque de Van Aert, il y a une chute dans laquelle il est un peu pris. Enfin, du coup, lui ne chute pas, mais voilà, il y a Degenkolb qui paraît très fort, qui est pas là, enfin qui est plus là. Derrière ça, il y a Van Aert qui part et qui crève et qui du coup Van Der Poel qui le suit et finit solo. Alors oui, il faut finir, hein, bien évidemment, mais je pense quand même que malgré tout, et on l'a vu sur les années précédentes, avant l'an dernier, Van Der Poel, c'est pas forcément la course qui lui correspond le mieux. Pourquoi ? Parce que son explosivité, eh ben, elle peut pas non plus être mise ultra en avant. Ensuite, on l'a déjà vu battu au sprint sur cette course-là. On sait que souvent, les gars qui sont plus rapides que lui au sprint peuvent passer, donc sa seule chance en fait de gagner, enfin non, parce qu'il peut toujours gagner au sprint, il est très explosif, c'est vrai. Mais on va dire que ses chances, c'est quand même d'arriver solo. Et là, on a vu cette année, notamment avec Pedersen, que cette année, Van Der Poel, il peut peut-être plus lâcher tout le monde comme, enfin, il peut peut-être pas toujours lâcher tout le monde comme il le souhaitait, et que notamment sur les pavés, les difficultés sont peut-être pas assez dures pour qu'il puisse décrocher tout le monde sur le plat. En plus de ça, alors ça c'est ma petite théorie, hein, ça se trouve il va complètement la dézinguer dimanche, mais j'ai quand même l'impression que sa courbe de forme, elle est pas comme celle de l'an passé. C'est-à-dire que on l'a vu royal en cyclocross, on l'a vu exceptionnel sur Milan-San Remo, aussi Pedersen, aussi Philipsen gagne, c'est en grande partie grâce à lui. On l'a vu très fort sur l'E3, où on a dit waouh, alors là c'est clair, machin, Van Der Poel, exceptionnel. On l'a vu moins fort sur Gand-Wevelgem, on l'a vu faire une démonstration sur un Tour des Flandres où il manquait quand même pas mal de monde qui devait lui poser des problèmes. Un Pedersen diminué, un Van Aert qui était pas là, l'absence de coureurs aussi qui ont fait que la course tactique était peut-être moins facile que prévu. Il l'a dit lui-même à la fin, même si sa démonstration était exceptionnelle, qu'il était complètement rincé. Je pense que c'était pas non plus du gros mytho. Et je pense qu'il va arriver sur ce Paris-Roubaix peut-être moins frais que ce qu'il avait pu faire l'an passé, en moins bonne forme. Et l'un dans l'autre, le fait que ce soit pas la course qui lui corresponde le mieux, plus le fait qu'à mon avis, il sera pas autant en forme que l'an passé à ce moment-là. Moi, je le vois plutôt là sur une forme un petit peu descendante. Il arrive sur la fin de son pic de forme, bien qu'il ait annoncé derrière volonté de faire les Ardennaises, mais je sais pas, je le sens un peu moins en canne là. Ça me fait penser que potentiellement dimanche, même si il aura la pancarte, dans les fêtes, ce sera pas le grand favori. Et puis aussi, on le sait, et ça par contre ça joue plutôt en sa faveur, il faut de la réussite pour gagner des courses. J'ai l'impression que Van Der Poel, depuis sa chute sur le Tour des Flandres, pour son premier Tour des Flandres, on l'a vu beaucoup moins avoir de problèmes mécaniques ou autres que d'autres, toujours bien s'en sortir, toujours être là. Alors comme dit, hein, tu l'as dit Adrien, en effet, les crevaisons, enfin voilà, c'est coup de chance ou pas coup de chance. Vous regarderez quand même les dernières courses et notamment les derniers Paris-Roubaix de Mathieu Van Der Poel. Il est pas toujours au centre du pavé, il a même plutôt tendance à être rigole à droite, rigole à gauche, je sautille, je machin. Donc je pense que la réussite, elle est quand même plutôt de son côté sur les dernières courses. Donc ça, ce sera un avantage sur Paris-Roubaix. Malgré tout, je pense que là, il y a des gars qui vont pouvoir lui coller à la roue et je pense que ça pourrait, ce statut de favori, donner plus de chance à un coureur que je vais présenter juste après. Ouais, alors, je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est pas le monument qui lui correspond le mieux, comme tu l'as très bien dit, à cause de. Il peut pas se servir de son explosivité, qui est vraiment son point fort, son atout, et on l'a vu sur le Tour des Flandres, il fait des merveilles avec depuis maintenant des années et des années. Sur Paris-Roubaix, les qualités physiques qui sont demandées sont quand même différentes. Après, il a quand même des choses où il est largement meilleur que beaucoup de coureurs. Sa science du placement, le fait de savoir frotter. On sait que Paris-Roubaix, c'est aussi une course qui est très difficile parce qu'il faut s'économiser toute la course.
Il faut être très bien placé tout le temps parce que la route est étroite avec les secteurs pavés qui rétrécissent la chaussée. Van der Poel, il s'est clairement frotté très très bien. S'il faut remonter quelques positions, il a de super capacités techniques pour le faire. Donc là-dessus, il n'y a pas beaucoup de coureurs qui sont meilleurs que lui. Moi, je suis hyper impressionné en ce moment par deux choses, par sa sérénité et à quel point, en fait, il s'affole jamais. Il est serein, contrairement au début de sa carrière où il sautait un petit peu sur tout ce qui bougeait, il était un peu foufou. On a l'impression que maintenant la tactique est bien rodée, que son équipe est très très bien en accord autour de lui. Et pour moi, le coup dont je parlais tout à l'heure, Lacan, sur le Tour des Flandres, il attaque pour boucher le trou de 20 secondes qu'il y a sur le groupe des favoris devant. Bah, clairement, quand il a vu qu'ils étaient partis, bah, il s'est pas affolé tout de suite. Il a un peu attendu que ses coéquipiers reviennent derrière pour rouler, pour faire l'effort. Et lui, après, il a fait le jump sans jamais s'affoler. Donc, en fait, il perd même pas d'énergie en faisant ça. Et on sait que sur une course comme Paris-Roubaix, où tu peux avoir des petits soucis, des crevaisons, des chutes, et ben ne pas s'affoler, c'est aussi une qualité qui fait que tu gardes de l'énergie et puis tu vas pas t'épuiser là-dedans. Et également, moi je trouve que voilà, pour rejoindre un petit peu stratégiquement, il est vraiment de plus en plus fort. Et là où on avait l'impression qu'il préparait pas forcément ses courses au début de sa carrière et qu'il y allait, il avait le profil et puis bah, dès qu'il avait envie, il attaquait et puis il voyait bien. Je trouve que maintenant, en tout cas, c'est l'impression que ça donne, c'est bien plus construit, c'est bien plus pensé. Et je pense que dimanche, il y aura une tactique clairement établie pour que lui maîtrise la course et que lui impose le rythme, comme un peu il l'a fait sur la dernière partie du Tour des Flandres. Et l'avantage psychologique qu'il a par rapport à ses adversaires, il est énorme. Et je pense que si jamais il arrive à partir, et bah, clairement, ça va être un peu comme sur le Tour des Flandres où ça va se jouer sur la deuxième, ça va jouer la deuxième place derrière. Et moi, je le trouve pas moins impressionnant physiquement. Enfin, clairement, sur le Tour des Flandres, il était râpé à la fin, mais je pense pas qu'il y ait beaucoup de coureurs qui étaient en pleine forme après le round de dimanche dernier. Je pense qu'ils étaient tous cuits. Il a aussi une très bonne capacité à récupérer de ce genre d'effort. Hein. Quand tu fais du cyclocross depuis des années, tu es à bloc pendant 1 heure. Et ça, c'est des choses qui peuvent lui servir aussi en fin de course. S'il ne sert pas de son explosivité, il pourra se servir de sa résistance dans l'enchaînement des secteurs pavés. Donc, clairement, pour moi, c'est logiquement le grand favori. Mais pour te donner la main, Théo, je pense que ce qui peut faire qu'il ne gagne pas, c'est parce qu'il a envie de faire gagner Philipsen et que par des faits de course, Philipsen sera soit favorisé, soit Van der Poel qui, il l'a dit dimanche dernier, il a déjà réussi sa saison selon lui. Il a gagné Paris-Roubaix l'an dernier, c'est une course qu'il a remportée et peut-être qu'il aura envie de la faire remporter à son coéquipier comme il l'a fait sur Milan-San Remo en début de saison. Donc, transition toute trouvée pour parler de Philipsen. Alors moi, j'irais même plus loin que ça, Adri. Je pense que Mathieu Van Der Poel, s'il l'a fait gagner à Philipsen ce week-end, ce sera par dépit. Je pense que sur Milan-San Remo, c'était vraiment la tactique qui était comme ça et tout, il n'y avait pas de souci. Je pense que Van Der Poel, Paris-Roubaix, il veut le gagner. S'il peut faire le doublé là, Tour des Flandres, Paris-Roubaix, avec le maillot de champion du monde sur les épaules, il s'en privera absolument pas. C'est-à-dire que s'il part à 2 ou à 3 là, comme c'était le cas dans la descente à Milan-San Remo, je sais pas, dans le carrefour de l'Arbre ou même avant, il va pas ne pas rouler là. Hein. Il va y aller comme une balle. Enfin, après, ça dépend avec qui il part. Peut-être s'il part avec Pedersen, il va se dire il m'a déjà tapé au sprint l'année, sur Gand il y a 2 semaines là. Je vais y aller mollo. Mais je pense par contre qu'il ne laissera pas sur un plateau une victoire à Philipsen en mode oh là là, je voulais trop te faire gagner, mon pote, regarde comme c'est génial de gagner Roubaix. Il fait ça des fois quand même. Hein. Ouais, mais là, des fois il fait ça, on s'y attend pas. Ouais, mais là je peux te dire qu'il la laissera pas. Pour moi, c'est sûr que non. Si Philipsen gagne, ce sera pas grand seigneur Van Der Poel. Ce sera Van Der Poel a pas réussi à gagner et du coup, les circonstances de course font qu'en effet, à partir de là, c'est plus intéressant que ce soit Philipsen qui gagne. Par exemple, il va pas, je pense, rouler sur Philipsen si jamais c'est Philipsen qui se retrouve à l'avant.
il va pas sprinter avec Philipsen dans le Vélodrome s'ils arrivent dans un groupe de 4 ou 5 et qui sont les deux. Il va l'emmener bien comme il faut et le laisser gagner. Mais par contre, si à un moment il peut être devant et rouler un peu comme il a été devant sur Milan-San Remo à un moment, mais par contre rouler toute berzingue pour aller s'imposer, genre je sais pas si à un moment Kung sort, tu vois, je sais pas, Kung et Bisseguer sortent, qu'il accroche les roues et qu'il est avec eux, je peux t'assurer qu'il va rouler et qu'il va tout faire pour les taper au sprint. Alors après, il est plus rapide au sprint aussi, mais il se dira pas non les gars, moi je mets pas un coup de pédale, j'ai Philipsen qui est à 30 secondes derrière, c'est la meilleure chance de gagner au sprint, hors de question. Non. Et Philipsen, au-delà de ça, je pense qu'il a même pas besoin de Van der Poel pour gagner. Il est ultra impressionnant depuis le début de l'année. L'année dernière, il nous a fait un Paris-Roubaix de fou parce que rappelez-vous, il finit deuxième avec Van Aert, en arrivant en sprint avec Van Aert, pardon. Mais au-delà de ça, tout le boulot qu'il fait pour Van der Poel avant, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Il roule dans les secteurs pavés pour lui, il bouche les trous pour lui. Enfin, je veux dire, il fait l'équipier modèle pendant 260 km pour finir deuxième en gagnant au sprint. Ça veut dire que si sur tous ces temps-là, il s'économise, sachant qu'on sait qu'en plus Philipsen, il est ultra habile, il a aussi fait du cyclocross, enfin je veux dire, c'est un gars qui à mon avis, les pavés, ça lui fait pas du tout peur. Je pense qu'au vu de sa saison, au vu de la caisse qu'il a en ce moment et au vu des résultats qu'il nous fait, s'il avait été dans une autre équipe ce dimanche, pour moi, il était au même niveau de favori que Mathieu Van Der Poel, un peu au-dessus que Pedersen pour le coup, parce que je pense que c'est une course qui lui va parfaitement. En plus, il n'est pas allé se rincer la tronche sur le Tour des Flandres la semaine dernière, il est resté bien au chaud tranquille. Là, il a couru, alors vraiment désolé pour mon accent, la Scheldeprijs. Grand Prix de l'Escaut, 10 Grand Prix de l'Escaut. Non mais je sais pas, je l'ai un peu tenté, je me suis dit, Loïc n'est pas là ce soir. Non mais il a été battu par Merlier au sprint, mais voilà quoi, je veux dire, ça arrive à des gens, puis on sait que les deux ils se tirent un peu la bourre, mais voilà, donc il a un peu borné 3-4 jours avant le Paris-Roubaix, comme ce qui est bien de faire pour rester en forme avant une grosse course, sans chute, sans rien, sans machin, donc tout propre, tout bien. Ouais, je pense que vraiment, sur le papier, au niveau de ses qualités, et alors il peut partir devant, parce que par exemple, il peut suivre un coup en se disant un peu, bon bah ça va, j'ai fait l'équipier modèle l'an dernier, cette année, je bouge pas les trous pour toi Mathieu, si ça part à 2, j'y vais, je me mets dans le groupe de devant, puis moi aussi j'ai bien envie de la gagner, donc on verra. Mais il peut aussi, comme dit, être derrière, ne pas rouler, laisser des gars revenir ou machin, et venir s'imposer au sprint. Et je pense que vraiment, hein, honnêtement, au vu de ses qualités actuelles, et pourtant Dieu sait que c'est pas un coureur que j'apprécie, mais pour moi, c'est presque le coureur parfait actuellement pour Paris-Roubaix. Très bon sur les secteurs, capable de rouler fort, une pointe de vitesse qui est certainement la meilleure actuellement du monde, et même capable de sprinter extrêmement fort après des efforts de dingue. Philipsen, pour moi, favori de Paris-Roubaix ce dimanche. Et limite, alors non, allez, je vais pas dire ça parce qu'on va dire que je force de ouf. Je le dis à moitié, je le dis à voix basse. Je pense que Van der Poel, ça va plus être un problème pour lui qu'une aide. Voilà. Non, moi je te rejoins sur le côté que c'est une course qui lui convient à Philipsen. Je pense que c'est un coureur qui peut avoir deux statuts, un statut de sprinter dans les grands tours et un statut de ce coureur de course d'un jour. Tu vois, je suis assez convaincu par cette capacité de Philipsen à venir taper un sprint après 250-300 bandes de course comme sur Milan-San Remo. Et aussi de cette capacité pouvoir tenir des efforts courts et intenses ou des grosses pétées ou en tout cas suivre des efforts courts et intenses. Là où qui pose problème pour moi, c'est vraiment la question Van der Poel, quoi. Si Van der Poel est bien, pour moi Philipsen c'est vraiment un second couteau, hein. La gagne elle est clairement pour Van der Poel et pas pour Philipsen. Je ne vois pas Van der Poel offrir un monument qui puisait Paris-Roubaix dans une saison qui peut être historique à son coéquipier Philipsen. Enfin, je pense pas que l'objectif. Alors, oui, gagner Paris-Roubaix, c'est un objectif, mais je pense pas que ça soit l'objectif numéro un non plus de Philipsen. Enfin, je pense il vise plutôt peut-être les sprints en grand tour, en tout cas les maillots distinctifs là-dessus. Après, voilà, s'il a l'occasion de gagner Paris-Roubaix et qu'il voit encore que cette année il est dans le coup, l'année prochaine, clairement, Philipsen, oui. Il faut s'entraîner, je pense, pour gagner Paris-Roubaix parce qu'il a toutes les capacités pour là-dessus, j'en ai aucun doute. Mais voilà, le seul truc qui me fait douter pour Philipsen, c'est vraiment dans la même équipe que Mathieu Van Der Poel, quoi.
Alors moi je pense qu'il a clairement préparé son affaire, Philipsen. Ah ouais? Bah c'est sûr. Ah. Attends, il fait deuxième l'année Oui. dernière comme tu l'as très justement dit, Lator, en faisant un boulot de ouf pour Van Der Poel. L'année dernière, il a compris en fait à ce moment-là qu'il pouvait gagner le Grand Classique. Clairement, il a bossé parce que c'est lui qui remporte Milan-San Remo en début de saison. Il est hyper costaud. Ouais, non, pour moi c'est une grosse carte. Donc ouais, non, je pense qu'il s'est clairement préparé. Son objectif, c'est Paris-Roubaix, hein, son objectif de début de saison. C'est pas après. Pour moi, il a même délaissé un petit peu son sprint pour pouvoir être performant sur une course, sur les courses pavées et sur les classiques de début de saison. Et on voit que ça a pour l'instant très très bien fonctionné. On voit du coup qu'il est un peu moins fringant sur les sprints, mais c'est pas grave. Et puis après, je pense qu'il va re-switcher un petit peu son entraînement, à voir si ce sera suffisant au Tour de France pour aller remporter un nouveau maillot vert et des victoires d'étape. Mais pour moi, il a clairement cet objectif numéro 1. À mon avis, ça fait même 1 an qu'il l'a dans la tête, parce que il y a 1 an, il s'est rendu compte qu'il pouvait la gagner, cette course. Adri, est-ce que je peux juste te lire les phrases de Philipsen à l'arrivée l'an passé? Ouais, vas-y. Il dit « Faire 1 et 2 est un rêve d'équipe qui est devenu réalité. Maintenant, je suis convaincu que je peux gagner ici un jour, sourit le sprinter d'Alpecin. Pour l'instant, je veux juste savourer cette journée qui restera longtemps dans ma mémoire. » Ça veut tout dire. Non, mais c'est ça. Non, mais c'est sûr. Et clairement, ce qui serait marrant, c'est s'ils arrivent ensemble, tu sais, à la Mapei. Oui. Les deux ensemble. Ils font quoi là? Comment ils vont faire? Est-ce que ce serait le début d'eau dans le gaz chez Alpecin? Parce que pour le moment, ça a été bien ménagé, mais... Ouais, mais peut-être à mon avis, la situation a déjà été pensée par l'équipe, tu vois. Si les deux arrivent en même temps, qu'est-ce qui se passe? Je pense que l'équipe a déjà réfléchi à ça. Hein. Genre, il laisse Van Der Poel gagner. C'est intéressant. Ouais, je pense. C'est sûr. Je pense. Bah, ouais. Et Philipsen, il est en fin de contrat. Il renouvelle pas. En vrai, je suis pas sûr. Ça se trouve, le choix d'équipe de Philipsen l'année prochaine dépendra beaucoup de la course de dimanche. Peut-être. Hein, et si, non, mais moi je pense, hein, parce que s'il voit que à cause de Van Der Poel, comme tu l'as sous-entendu tout à l'heure, si à cause de Van Der Poel il peut pas gagner, clairement pour moi il change d'équipe l'année prochaine. Parce qu'il sait qu'il peut gagner Paris-Roubaix et il va se dire attends, de toute façon, Van Der Poel il a un contrat à vie avec cette équipe-là, faut changer. Donc je pense qu'il y a des. Alors je sais pas si ce sera vraiment des enjeux dans la course, ça m'étonnerait qu'il pense à ça au carrefour de l'arbre. Mais pour moi, je pense qu'il y aura un avant et un après. Il va causer avec Pedersen ou Polit à ce moment-là. Tu sais, il leur dira, c'est bien chez vous? C'est quoi au buffet le soir? Vas-y, viens, on roule sur lui qui est devant. Bon, les gars, vous roulez pour moi. Hein. Oui, mais ça, on s'entraîne pour l'année prochaine. Des années 80, ça, c'est les trahisons, c'est ça qu'on veut voir. Alors, t'as combien sur ton compte en banque, toi? Non, c'est un pote du Kazakhstan qui m'a appris. Ces équipiers qui respectent le truc là. Ouais. Aux Émirats, c'est comment? Ouais, c'est ça. La météo est chaud ou pas? C'est quoi ton vélo, toi? Oh, c'est pas mal. Carrément. Non, mais voilà quoi, sur Philipsen, c'est clairement un gros poisson qui a eu une approche un petit peu différente de tous ceux qui ont fait le Tour des Flandres la semaine dernière aussi. Donc, il aura plus de fraîcheur que ses adversaires. Très bien. Antoine, t'as donné ton avis? Je me rappelle plus. Oui. Parfait. Oui, c'est bon. Ok. Messieurs, on avait prévu de faire un deuxième tour où on fait des favoris, enfin des outsiders un peu plus détaillés. Malheureusement, il y en a un des 3 qu'on avait prévu de donner qui n'est pas là. Du coup, je vous propose qu'on enchaîne direct sur on y croit pas, mais on peut peut-être commencer par les 2 outsiders qu'on voulait proposer. Sachant qu'en plus, on a déjà presque fait 50 minutes d'émission. Donc là, on va lâcher un peu les chevaux, on va se faire plaisir. On sort du cadre, on sort du haut du pavé. Adri. Allez, à moi. Tu y crois, tu y crois pas? J'y crois. À moi pas trop. Adri, je le sens pas chaud pour le dimanche. Vu son poids, il va voler dès qu'il y aura un pavé. On m'a dit qu'il allait poncer le canapé, mon pote. T'inquiète pas, moi j'y crois fort. Grosse prépa. Non, je voulais vous parler de Stefan Kung.
Stephen Kung qui a fait un très bon à travers les Flandres après un début de saison un petit peu compliqué. Il n'a pas eu de chance au Tour des Flandres parce qu'il chute à un moment clé et du coup il arrive jamais à revenir dans la course, mais je le trouve hyper costaud et on sait à quel point cette course Paris-Roubaix lui convient. Il a fait 5e, 3e les 2 dernières années. Avant, il n'avait pas eu de chance, donc il a aussi 3 abandons sur cette épreuve. Mais clairement, moi, je crois à Stefan Kung avec une anticipation et un moment opportun où il attaque quand les gros favoris se regardent et après, ça s'entend pas pour rentrer sur lui. Arriver en solitaire, forcément, pour Stefan. Écoute, je te rejoins et en fait, je vais vous dire pourquoi j'aime le sport. Parce que dans le sport, il y a des fois des histoires qui s'écrivent et on se dit putain, ça pourrait être des films quoi. Enfin, genre, c'est trop beau, c'est trop incroyable ce qui s'est passé. Et Stephen King, il a eu malheureusement des problèmes personnels au niveau de sa famille cette année et ça a vraiment pas été joyeux. Malgré tout, et bien qu'il ait fait un communiqué en disant que voilà, c'était peut-être pour ça que ses résultats étaient un peu compliqués. Enfin, il est en course, il est là, il fait un super à travers la Flandre où malheureusement, bon bah voilà, il lui en manque un petit peu à la fin ou autre. Il est malheureux sur le Tour des Flandres et je me dis ouais bah tu sais quoi, j'y crois. Voilà mon scénario de film. Moi je veux voir Stefan Kung arriver à Roubaix, lever les bras et que tous en fait on prenne un putain de frisson qui nous dresse les poils jusqu'au niveau des sourcils et qu'on vive ce moment là avec lui et que ce soit genre un bon moment de vélo ou je sais pas dans encore 20 ou 30 ans, voilà, quand Radio Fringale existera toujours, on fera une archive du père Dossard. Il se souvient de Stephen Kung. Exactement. L'archive du père Dossard sur il avait eu un début de saison de merde, il lui est arrivé des trucs qui sont vraiment pas cool et tout, et on le soutient de ouf pour ça. Et là, il arrive à Roubaix, il lève les bras, il lève le doigt au ciel, enfin, tu vois, genre un truc où on est tous transpercés par un moment qui devient un moment mythique du sport. Et ouais, du coup, j'y crois et j'adorerais vivre ça. Vachement mieux que Philipsen qui tape Van Der Poel au sprint. Bah, c'est clair que niveau émotion, là, t'en as beaucoup plus. Non, mais Stephen Kung, ouais, très, 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 très bon coureur, très, très gros rouleur aussi. Souvent, l'image quand tu vois rouler Stephen Kung, tu vois vraiment c'est la bouche ouverte. Le gars, il a 300% tout le temps. Il se bat à chaque fois. Voilà, un coureur qui est aussi, je trouve, assez poissard quand même sur certaines courses. Voilà, après, il a quand même une assez bonne forme en début de saison. En général, c'est un coureur qui démarre plutôt bien les saisons. Donc non, oui, ça peut être un bon outsider. Après, malheureusement, je le vois pas. Enfin, je trouve que stratégiquement, il est vraiment très limité. Ouais, des fois, il est pas au top. Ouais. Bah ouais, genre je le vois mal, tu vois, je vois mal Stephen Kung mettre l'attaque décisive pour partir tout seul. Je le vois plus être dans un groupe, un deuxième groupe ou un troisième groupe encore, et puis rouler comme un bourrin pour revenir. Et après, après on verra quoi. Je sais pas, du coup, j'y crois un petit peu moins, mais oui, il mérite une belle victoire, Stephen Kung. En tout cas, il était passé pas loin sur pas mal de courses, notamment le Tour des Flandres il y a 2 ans, je crois, où il fait 5e, et puis là, à travers la Flandre, où il fait 3e aussi. Mais voilà, c'est un coureur en tout cas qui mérite d'avoir une belle victoire, et puis même d'avoir une belle course, et puis de se battre pour aller jouer la gagne. Mais en tout cas, il fait partie de ces coureurs en forme, il fait partie de ces coureurs qui sont capables d'aller titiller, d'aller pas forcément inquiéter, mais en tout cas d'aller mettre son petit grain pour dynamiter un peu cette course, en espérant que stratégiquement il soit un petit peu meilleur et qu'il arrête de rouler comme un gros bourrin et qu'il laisse un petit peu les autres faire pour réfléchir un petit peu après, même si c'est difficile, je pense, quand l'effort est quasi maximal. Est-ce que t'as quelqu'un à nous présenter dans On y croit pas, Antoine? Ouais, parlons de Nils Politt. Nils Politt qui eh bien, nous fait des Là résultats aussi, il y a du assez... gabarit. Hein. Là aussi, il y en a 1m92, 2 fois 80 du kilos. dessert à la cantoche. Hein. Ouais, 3 fois, je crois. Une fois pour le vélo aussi. Ouais, c'est ça. Non, bah, Nils Politt qui fait un début de saison très très bon pour l'équipe UAE, 7e de l'E3, 3e du Tour des Flandres récemment. 2e du Newsblad. 2e du Newsblad, exactement. Oui, c'est ça, exactement. Alors qu'on s'en fout de sa 39e place au Grand Prix de Denain, par exemple. On n'en parle pas de ça. Mais ouais, Nils Politt, pareil, très très bon rouleur. J'aime beaucoup le voir ici. C'est un peu pour lui dire une résurrection, mais en tout cas, c'est sympa de le voir à l'avant des courses et d'être un petit peu animateur, d'être aussi à l'image. Je trouve qu'il a la même image que Stephen Kung, sauf qu'il se fait un petit peu plus oublier, je trouve.
Voilà, je sais pas vraiment comment le positionner dans une course comme Paris-Roubaix où l'aléatoire rentre quand même pas mal en jeu, avec la forme du moment évidemment. Mais Nils Polic, j'ai envie de. Enfin, je vois un coureur, tu vois, qui est capable de suivre à peu près tout le monde. Mais pareil, encore un coureur qui jouerait plus les seconds groupes. Mais je me dis, avec la forme actuelle qu'il a, je vois bien Nils Polic être capable de, justement, à l'inverse de Stefan Kung, de se dire, allez, tu sais quoi, c'est peut-être la seule chance dans ma vie où je peux y aller. Et ben j'attaque, tant pis. J'attaque, et je me tue à la tâche et on verra ce que ça donne. Parce que c'est peut-être la seule année où Nils Polic peut aller jouer quelque chose sur un Paris-Roubaix, par exemple. Donc voilà, je me dis Nils Polic, c'est pourquoi pas, je le vois plus capable d'être offensif que Stephen Kung dans sa façon de rouler. Mais en tout cas, c'est un coureur qui va être là et qui va falloir un petit peu suivre dans cette course. Ouais, Ouais, vas-y. pardon. J'y crois aussi à Nils Polic parce que il a déjà fait deuxième de Paris-Roubaix il y a quelques années. Et, et que là, je pense que le changement d'équipe a été très très bénéfique pour Polic, là, le passage chez UAE. Mm. UAE qui réalise un beau tir groupé sur le Tour des Flandres. Et il arrive à nous sortir un gros sprint quand même après Ouais, au une bout de course l'effort. hyper difficile. Donc voilà, c'est un coureur qui lâche rien. Par contre, il va falloir qu'il anticipe pas mal, je pense, parce que sur les monts pavés, il était quand même pas mal en difficulté, hein. Ça fait partie de ces coureurs, comme Mozzato qui fait 2 dimanches derniers, qui reviennent de l'arrière. Et clairement, c'était pas le. Voilà, ce sera pas le plus fort, à mon avis, sur les pavés, mais il peut peut-être profiter voilà, d'une équipe UAE qui a quand même quelques cartes un petit peu que des seconds couteaux comme ça. Et je pense que Polic sera par contre le leader de la formation, donc il pourra peut-être moins anticiper. Mais ouais, moi je crois plutôt en les chances de Nils Polic de faire un beau résultat. Moi, je vais faire parler des chiffres, messieurs. En 2019, Nils Polic est deuxième de Paris-Roubaix. Il est cinquième du Tour des Flandres. Vous voyez l'écart de place. Cette année, Nils Polic arrive quatrième du Tour des Flandres, mais grâce au déclassement de Matthews, prend la troisième place. On est d'accord. Jusque-là, on est d'accord. Jusque-là, on est d'accord. Ce qui veut dire que, faites le calcul, cinquième, deuxième, quatrième. Troisième. Non, messieurs, non, messieurs. C'est bien 24. évidemment premier. Voilà. Les sacheurs sachent, voilà, les vrais sacheurs tels que nous. La prophétie est en marche. La science infuse. Non, mais au-delà de ça, par contre, j'espère qu'il va pas me mettre une saucisse grillée, parce que d'habitude, quand il fait un podium sur Monument, on le voit pas pendant 5 ans. L'année dernière, je l'ai mis dans l'équipe Cycling Fantasy, il a fait 35e. Alors j'ai checké s'il avait eu des ennuis, des machins, j'arrive pas à trouver. J'espère que cette année, voilà, il va surfer sur sa très bonne forme du moment. Et que voilà, il va pas finir moins 1, mais ou 0, il va bien finir premier. Voilà. Et non, en vrai, il a tout ce qu'il faut, hein. Il a le gabarit, le monsieur. Il connaît la course. Il a déjà réussi à faire une incroyable place en 2019. Non, il n'y a pas de raison qu'il soit pas là et qu'il soit pas très en jambes. Et comme dit, en plus, voilà, il va être leader du AE, mais on a vu qu'il y avait des gars comme Morgado qui allaient pas trop mal. Je pense que Bjerg, c'est une course qui peut bien lui aller aussi. On l'a vu très en forme. Il va peut-être pouvoir se mettre au chaud aussi pendant que les copains envoient des pétards de tous les côtés pour fatiguer les autres. Et puis lui, pour le coup, je le vois plus capable de mettre peut-être l'attaque décisive au bon moment, partir un peu en facteur. Et puis on va se dire, oh, entre guillemets, c'est que Nils Polic. S'il est ok, il est fort, mais c'est peut-être pas non plus. Et puis voilà, un peu à la Van Barle, il y a 2 ans, prendre un petit peu d'avance, puis finalement ne jamais être vu. Donc ouais, Nils Polic, bien possible, j'y crois. Messieurs. Ensuite, on se les fait à la volée plus rapide, ouais, c'est ça l'idée? C'est ça, à la volée. Balance. Exactement. Moi, je pars chez Visma et je vais pas vous dire la porte, hein, on a appris qu'il le sait, mais du coup voilà, mais Van Barle. Moi, allez, j'y crois. La théorie, pareil, de Loïc, il a borné la semaine dernière pour être prêt pour Roubaix. Allez, j'y crois. Non, moi non, je pense que son début de saison est pas assez bon. Pour moi, ce serait une réelle surprise de le voir à l'avant. Non, moi j'y crois pas. Moi non plus, j'y crois pas.
Ok. Ok. Suivant. Tiens, on Non, reste dans bah, la même équipe. Matteo Jorgensen. J'y crois pas. Trop léger. J'y crois pas non plus. Ouais, moi j'ai un petit peu de mal. En plus, ce sera son premier Roubaix. Je pense que ça fait un petit moment là qui surprend et Les à mon Flandres, avis, c'est ça plus va fait pour lui. pas forcément. Voilà, c'est ça. Ça va pas forcément lui correspondre. Poppy, ton tour. Binyam Girmay. J'y crois pas. Ouais, j'y crois pas. Son début de saison est beaucoup trop léger et ce sera son premier Roubaix aussi. Ça peut rentrer en compte, donc non. John Très bien. Revanchard de Genkolb. Ah. J'ai envie d'y Personne croire, n'y hein. aurait cru l'année dernière. Et pourtant, si tu regardes ses résultats de l'an passé, il était plutôt en Cannes. Hein. Enfin, pas en méga Cannes, mais je veux dire, il faisait des top 20. Enfin, tu vois, il était dans les Oui, top 20. il était pas à la ramasse. Cette année, c'est moins ça. Bah, s'il Ouais. fait 20 pile poil à travers la Flandre. J'y crois Ah, pas, moi, malheureusement. Non, Je pense non, que. stop. Faudrait qu'il y ait trop de circonstances de course. Non, mais il est plus assez fort, malheureusement. J'aimerais tellement y croire par rapport au remords de l'an passé, mais Ouais. enfin, je pense que ça va être peut-être compliqué, mais j'ai envie d'y croire. Ah, donc t'as un petit j'y crois quand même. Ah, J'ai envie, en fait, je me dis, l'an passé, Mets-le il dans avait l'équipe Cycling tellement- Fantasy. Allez, assume. il coûte 200, les gars, il est déjà mis. Hein. Non, mais tu vois, genre l'année passée, putain, il était tellement fort, tu vois, genre s'il n'y a pas cette chute, qu'est-ce qui se passe pour lui? Et je me dis, en vrai, t'as les remords de l'année passée, tu te dis, comme Philipsen, hein, bah en fait, je peux peut-être gagner ou je peux peut-être aller inquiéter les meilleurs. Voilà, bah pourquoi pas cette année, hein. Ça se trouve, il a fait des résultats en baisse pour se préparer par rapport à ça et arriver en pleine fraîcheur pour Paris-Roubaix, mais. Bon, je pense qu'à son âge, tu prends tout ce que tu peux. Hein, Non, non, donc, mais. Oui, oui, non, mais je le doute aussi, mais tu vois, dans le doute, j'ai envie d'y Hein, croire. Adri a 35 ans. Ah bah 35 ans, t'es encore en pleine forme. Oyer Lascano. J'y crois. Enfin, ouais, j'y crois bien qu'il sera plus surveillé que les années passées. Genre, s'il avait la forme de cette année et un peu moins de surveillance, je pense qu'il va quand même avoir du monde sur le paletot. Mais j'y crois et je pense que lui aussi, il sent bien les coups et tout. Il partira pas en échappée matinale cette année, il aura pas de ticket à mon avis. Mais par contre, ouais, allez, j'y crois. J'y crois pas du tout. Il est chez Movistar. Ouais. On est sur Paris-Roubaix. Hein. Bon, bah, l'argument fonctionne. Maintenant, ils ont un directeur sportif qui s'appelle Jürgen Rolands. Et pour les gens qui connaissent pas Jürgen Rolands, je vous invite à aller voir son palmarès. En termes de classique, ça cause un petit peu. Et je pense que ça aide beaucoup la formation Movistar. Et moi, je crois beaucoup à Lascano avec aussi un Garcia Cortina Ouais, de ouf. pour les poser, qu'on l'a vu hyper en jambes dimanche dernier. Il a pas eu de bol dans le Koppenberg où il y a son saut de chaîne et puis il ne devait pas être au courant qu'on pouvait pas repartir, remonter sur le vélo et repartir à vélo dans le Koppenberg. Donc malheureusement, il a payé ses efforts à ce moment-là. Mais voilà, moi je pense que ce duo d'Espagnols va être très très intéressant à surveiller et que tactiquement justement ils vont savoir anticiper le truc. Ils savent de toute façon qu'ils n'ont pas le choix. Et même un Cavagna, hein, je veux dire, qui pourrait être un bon équipier sur Il peut Paris-Roubaix. bien Hein. rouler, ouais. Complètement. Est-ce que t'as quelqu'un, Poppy? Oui, Josh Tarling. J'y crois de ouf. Ça, c'est la faute à Titien, ce matrixeur. Là. C'est un crack, je vous le dis, les gars. Tous les jours, il nous écrit des dissertations là, sur notre groupe, sur Tarling. Encore ce matin. Ouais, c'est vrai qu'on voit souvent passer son nom hein, sur le groupe. Ah, mais tu peux regarder si tu fais recherche et tu mets qui a écrit Tarling, t'as que Titien. Mais ouais, allez, Les Titien. gars, vous avez vu Josh Tarling aujourd'hui? C'est ça. Il a pas couru, Titien, il s'est Putain, entraîné. il a le vous mollet avez vu la calbé. perf. T'as vu Et son il a mis une Strava, photo. gros. Il a mis une photo de son plat là, je pense que les autres doivent tous s'inquiéter. Hein. La diète qu'il a, le type. Non, ouais, j'y crois à Tarling. Allez, j'y crois pas du coup pour pas dire la même chose. Je pense qu'il va être un peu juste là avec les kilomètres. On a vu que sur la fin du Tour des Flandres c'était un peu compliqué, donc je pense qu'il a pas encore la caisse. Mais clairement dans les prochaines années, ça sera un candidat sérieux. Je suis d'accord avec Adri. J'y crois pas par le simple fait que voilà, premier Paris-Roubaix, et, c'est quand même une course très, très spécifique. Et puis la poisse Ineos comme Gianni Moscon. Donc voilà. Lucas Rien d'autre à Mozzato. ajouter. C'est chiant, hein. Ouais.
Celle-là, elle est pas simple. Elle est pas simple. Bah, clairement, oui, parce qu'il a fait deuxième. Alors après, bon, il fait 67 kilos, donc sur les pavés de Roubaix, ça peut rebondir un petit peu. Mais clairement, il fait une deuxième place au Tour des Flandres, mais il fait un super début de saison aussi. Il est très très en vue. Et je pense que là, la confiance, elle doit être à son maximum. Donc, c'est aussi un courir libéré. Il fait 21e l'année dernière, 20e il y a 3 ans, donc ce qui est pas une contre-performance. Donc, ouais, clairement, avec des circonstances de course, ça peut le faire. Puis il va vite au sprint. C'est vrai. Ouais, je suis d'accord. Bon début de saison et confiance accumulée sur le Tour des Flandres qui te fait dire dans sa tête, qui peut lui faire dire, bah en fait les gars, moi aussi je peux être là et faut pas m'oublier. Donc ouais, j'ai envie d'y croire aussi. Ce qui est un peu chiant, juste avant que quelqu'un les annonce, c'est que pour les personnes qui nous écoutent, on n'a pas encore la start list complète, quoi. Ouais. Et donc, par exemple, bah, sur des Ghana ou autres, je sais pas si on a des infos, mais. Bah, il y a rien d'officiel en vas-y, tout ouais. cas. Ouais. Voilà. Effectivement. On fait quoi? On se refait un petit nom chacun? Allez, je suis chaud. Allez. Let's go. Oliver Nassen. Non, il a jamais perf sur Paris-Roubaix, il perf que sur le Tour des Flandres. Donc, vous ne m'aurez pas comme ça. Non, monsieur, non. Non plus, je pense. Pas assez cette saison. Il fait 7ème sur le Tour des Flandres, certes. Il fait 11ème sur Grand Wevelgem, mais c'est pas suffisant, je pense, pour Paris-Roubaix. Ghana Ouais, sera même pas là à Roubaix. Trop léger. Voilà. Même dans ses bonnes années, il n'était pas assez performant pour être là à Roubaix. Donc, mais bon, en tout cas, moi, ça m'a fait plaisir je voulais Oui. en parler, parce que ça m'a fait plaisir de le voir à l'avant comme ça. Il avait l'air bien dans ce Tour des Flandres qui lui correspond. Et puis, mine de rien, c'est le premier Belge. Donc voilà, 7ème, juste devant le malheureux Dylan Teuns. Le malheureux Dylan Teuns, c'est vrai. Bah oui, putain, le podium qui s'échappe comme ça là. Il il l'avait entre les doigts. Ah ouais, avec son gros braquet, les mains en bas là, il a pas. Eh ben écoutez, messieurs, le coureur qui fait débat, Alberto Bettiol. Non. Oula. Trop C'est un pareil, nom, trop léger. Je pense que Bettiol, Tour des Flandres, ça lui correspond bien. En fait, le Tour des Flandres, c'est vraiment pour moi cette frontière entre des gars qui peuvent perf dessus et qui perfent sur les Ardennaises et des gars qui vont perf sur Roubaix et qui perfent sur les Flandriennes où il n'y a pas tant de mont pavé que ça. Sauf que Roubaix, c'est une Flandrienne où il n'y a pas de mont pavé et je pense que Bettiol, il n'y a pas ce qu'il faut. Ouais, non, Bettiol, non. En plus, ce sera son premier Roubaix. C'est fou, hein, parce qu'il a déjà Ah ouais couru tous les autres monuments plein de fois. Il a pas couru Roubaix Purée. encore. Non, je pense pas. Mais bon, après, ça peut lui servir pour être un peu plus libéré, mais c'est pas le genre de course qui lui va bien. Ok. Il y a un gars qui est pas encore annoncé, mais je veux bien qu'on se le fasse. C'est Tim Merlier. Parce que lui, moi, je le vois dans la compo là, sur PCS. Ok. Non. il était fort au Flandre. Hein. Ouais, mais non. Parce que Non, Quickstep non, en ce moment, c'est non. Non, mais sur les monuments, Merlier, déjà, il a peu d'expérience. Je crois qu'il en a fait 4 ou 5 à 31 ans. Et clairement, au niveau de la distance, ça. Tu vois, Grand Wevelgem, c'est 250 bornes. Au sprint, il est loin. Il fait 6ème du sprint. Donc, moi, je pense que non. Merlier, non, trop long. Je suis d'accord avec Adri. Je pense que ça le fera pas pour Tim Merlier. Moi, j'annonce, Tim Merlier règle le deuxième groupe. Bah, sauf si pour c'est pour la 12e place. Non, pour genre la 6ème, et tu vois, 6-7ème, et il a cette révélation de ah ouais, en fait, peut-être que moi aussi je peux avoir un parcours à la Philipsen. Ok, ce sera un bon résultat pour la Quickstep. Je peux vous en glisser un petit, parce qu'on a parlé de Bettiol. Stéphane Bisseguer. Allez, le dernier. Ouais, j'avais regardé un peu quand je m'étais questionné sur Bettiol. En fait, Bisseguer, c'est un rouleur. Après, sur les monuments, c'est... Ouais, non, j'y crois pas. Ça, pareil, ça va être trop tendre. Ah, je sais pas, ça peut bien rouler, bien suivre les groupes aussi, mais ouais, le manque d'expérience, ça peut peut-être lui coûter quelque chose, donc mitigé, j'ai envie de dire, pour Bisseguer. Très bien, bah moi je le vois tendre aussi. Allez, j'y crois pas. Messieurs, dames, merci de nous avoir suivis jusqu'à maintenant. Messieurs, est-ce que vous avez un truc à rajouter ?
Bah écoutez, non, profitez bien de votre dimanche canapé Paris-Roubaix. Ne prenez pas l'antenne trop tard parce que je pense qu'il va se passer plein de choses. On se souvient des dernières années, les grosses bastons pour prendre l'échappée. Donc déjà, il va y avoir pas mal de cartouches utilisées. Et puis voilà, pensez surtout à bien vous alimenter parce que Paris-Roubaix, c'est une course longue. Donc on Et n'hésite pas, difficile. on se relève du canapé pour aller au frigo, pour se faire une petite tartine, pour boire un coup. On pense à s'hydrater correctement. Et puis tout se passera très bien à 17h. Très bien. J'en profite, Adri, vous avez sorti une magnifique petite reine cette semaine avec Loïc qui parle Tout notamment à de fait. preview Paris-Roubaix féminin. Donc, mesdames, messieurs, si vous êtes encore avec nous à cet instant et que vous n'avez pas vu l'émission, je vous encourage à aller la voir. Elle est vraiment pépite. Écoutez Adri et Loïc parler de cyclisme féminin, c'est vraiment incroyable. Moi, j'adore. Donc voilà, j'ai en Le plus course aura l'impression. lieu samedi après-midi du coup. J'ai l'impression de ne pas faire partie du podcast, vu que c'est quelque chose auquel je ne participe absolument pas, donc je me régale. Pareil, n'hésitez pas à aller nous suivre sur les réseaux sociaux pour voir les nombreux articles que Simon et Matt nous sortent chaque semaine. Et puis, bien évidemment, on a passé les 2000, mais maintenant, le prochain objectif, c'est les 3000. Quelqu'un nous les a même souhaités avant le Tour de France dans les commentaires, donc je sais pas si ça, ce sera possible, mais en tout cas, si vous nous découvrez ou si vous avez apprécié l'émission et que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à faire tourner la chaîne, laissez un petit like aussi, ça permet de mieux référencer la vidéo, c'est le top. Et puis voilà, je crois qu'on a à peu près tout dit, messieurs. Bah ouais, merci beaucoup à tout le monde de nous avoir suivis jusque-là. Et puis bah voilà, bon Paris-Roubaix. Et ouais, j'allais dire, on a fait le tour des secteurs pavés de cette course. Maintenant, il n'y a plus qu'à les voir ce dimanche et puis ce samedi. Les filles, c'est samedi, hein, c'est ça, Adrien? Samedi Ouais, après-midi, prise d'antenne vers 15h, je crois. Pas de nous, hein, de oui, oui. la télé. Mais voilà, de profiter de Paris-Roubaix samedi et dimanche, parce que je pense que samedi, ça va être une course très intéressante Ouais, aussi. carrément. Ça va être vraiment super chouette. Et puis voilà, rien à dire de plus, mais j'ai trop hâte de regarder cette course. Eh bien merci mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas, comme l'a dit Adri, de vous alimenter. Prenez soin de vous, à tout bientôt. C'était Radio Fringale. Ciao, ciao. Ciao, ciao, salut tout Des le monde. bisous à tous. Allez, Romain Bardet! Romain Bardet, on y croit ou on n'y croit pas?